Bonjour à tous, Boris. Aimez notre chaîne et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Rita Clarence se démarquait dans toutes les pièces où elle entrait, non seulement par son allure saisissante, mais aussi par son calme, son élégance et son intelligence tranquille qui l'enveloppaient comme un foulard de soie. Elle avait 32 ans, le regard perçant et la grâce, et possédait une présence qui se faisait entendre. Née et élevée à Lagos, au Nigeria, Rita était la fille unique d'une mère couturière et d'un père instituteur, tous deux décédés dans un tragique accident de la route alors qu'elle n'avait que 17 ans. Leur décès ne l'ont pas seulement laissée orpheline, ils l'ont laissée déterminée. Poussée par le chagrin et la détermination, Rita a financé ses études universitaires, cumulant 2 emplois à temps partiel et obtenant un diplôme de gestion d'entreprise avec mention. Jamais apitoyée, elle s'est entraînée à avancer avec une détermination sereine, même lorsque le monde tentait de la briser. Avec le temps, cette résilience a porté ses fruits lorsqu'elle a obtenu un poste de direction à haut niveau dans une multinationale et a commencé à investir massivement sur le marché local avec une précision que la plupart des économistes ne pouvaient qu'envier. Sa vie personnelle, cependant, ne reflétait pas sa réussite professionnelle. Rita était connue parmi ses pairs pour être trop concentrée, trop fermée émotionnellement, comme si elle craignait de se laisser approcher. Elle avait un sourire tendre, mais peu avait vu les larmes qu'elle versait en silence le soir. Ses amis l'encourageaient souvent à sortir avec quelqu'un, à s'ouvrir davantage, à assister aux événements sociaux qu'elle évitait toujours. Mais Rita pensait que l'amour pouvait attendre. Elle n'était pas intéressée par les hommes qui ne la remarquaient que lorsqu'elle entrait dans une pièce avec assurance ou lorsqu'ils découvraient qu'elle conduisait un SUV de luxe et qu'elle était propriétaire de sa maison à Lekki Phase 1. Rita en avait assez de l'attention assortie de conditions ou d'arrière-pensées. Si l'amour devait venir, elle voulait qu'il soit sincère, réel et non affecté par ses réussites. Mais sous toute cette détermination, Rita était toujours une femme qui aspirait à être vue, vraiment vue, pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. En dehors du travail, Rita menait une vie volontairement simple. Elle lisait souvent, dévorait des romans qui la transportaient dans des contrées dont elle ne pouvait que rêver, et cuisinait tous les dimanches, même si elle vivait seule. Sa meilleure amie, Amaka, la taquinait constamment, disant que Rita avait les habitudes d'une femme 2 fois plus âgée qu'elle. Mais Rita s'en fichait. Sa maison était son sanctuaire, un monde où elle n'avait pas besoin de porter des talons ou ni de répondre à des emails. Elle avait depuis longtemps abandonné l'idée d'une vie de conte de fées et s'était concentrée sur la construction d'une existence stable et solide. Pour elle, le bonheur ne résidait pas forcément dans de grandes déclarations ou des dîners romantiques. La paix lui suffisait. Pourtant, au fond d'elle-même, elle murmurait souvent des prières pour que quelqu'un, un jour, lui prouve qu'elle avait tort. Que peut-être, juste peut-être, existait un amour qui ne lui demanderait pas de baisser sa lumière ni de compromettre sa dignité. Un soir pluvieux d'avril, alors qu'elle sirotait une tisane à la camomille et feuilletait les rapports de l'entreprise sur son ordinateur portable, Rita reçut un appel qui changea tout. C'était l'un des directeurs de B-Tech Company, une entreprise de technologie et d'équipement en plein essor qu'elle convoitait depuis des années. Il lui proposait discrètement d'acquérir la majorité des parts de l'entreprise suite à un conflit interne entre les associés fondateurs. Son cœur battait la chamade. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de business, mais d'héritage. Posséder une entreprise comme B-Tech était synonyme de stabilité, de contrôle et de richesse générationnelle. Elle n'a pas hésité. Elle a demandé les chiffres, consulté son équipe juridique. En 2 semaines, elle avait acquis 65% des actions de B-Tech Company, discrètement, sans que son nom ne soit jamais révélé à la presse. Son plan était d'étudier les opérations dans l'ombre avant d'intervenir. Elle voulait d'abord observer la dynamique interne, identifier les employés clés, et ce faisant, peut-être découvrir ce que la vie lui réservait de plus. Rita ne le savait pas encore, mais quelque part dans cette société, le prochain chapitre de sa vie commençait déjà, un chapitre qui mettrait son cœur, son esprit et sa force à rude épreuve comme jamais auparavant. Rita Clarence avait accompli de nombreuses choses dans sa vie, liberté financière, respect dans les milieux d'affaires et dignité personnelle, mais une chose la tiraillait sans cesse, le vide du silence qui l'envahissait. Sa maison était spacieuse, magnifiquement conçue et dotée de tout le confort nécessaire. Pourtant, aucun bruit de pas dans le couloir n'était le sien. Aucun rire résonnant contre les murs,
personne pour s'asseoir en face d'elle au dîner et discuter des petites choses, du banal, de l'absurde, du beau chaos du quotidien. À 32 ans, Rita n'était pas désespérée, mais elle était réfléchie. Voir ses amis se marier, élever des enfants et construire leur vie de couple la faisait s'interroger plus souvent qu'avant. L'amour qu'elle désirait était rare, mature, authentique et profondément ancré dans la camaraderie. Elle ne voulait pas d'une passion qui s'embrase rapidement pour s'éteindre tout aussi vite. Elle désirait la paix. Elle voulait un partenariat. Alors, pour la première fois depuis des années, Rita s'autorisa à envisager la possibilité d'ouvrir son cœur. Elle commença à fréquenter quelques soirées mondaines, non par obligation, mais par curiosité. Elle ne parla de sa décision à personne, pas même à Amaka, qui en aurait fait grand cas. Elle se contenta d'accepter les invitations, de se rendre aux expositions en galerie, aux réunions d'entreprise et aux dîners de charité. C'était étrange au début, de se retrouver parmi tant de visages inconnus, et de bavarder avec des inconnus dont les conversations tournaient principalement autour de l'argent, de la politique ou de flirts superficiels. Pourtant, Rita a tenu bon. Elle ne cherchait pas un chevalier en armure brillante. Elle cherchait un homme de caractère, quelqu'un qui ne se laisserait pas intimider par ses réussites, mais qui chérirait sa profondeur. Elle n'était pas naïve. Elle savait quel type d'homme elle attirait. Des arrivistes, des opportunistes, des beaux parleurs aux promesses creuses. Mais elle croyait aussi qu'il existait au moins un homme qui voyait au-delà des apparences. Un soir, alors qu'elle lisait seule au lit, elle dressa une liste, sa propre version d'un tableau de visualisation. Elle n'était pas remplie d'attributs physiques, ni de fantasmes irréalistes. Au lieu de cela, elle a écrit des valeurs, la gentillesse, la patience, l'intelligence émotionnelle, l'humilité et l'ambition. Elle voulait un homme qui avait un projet de vie et la confiance nécessaire pour le poursuivre, même si tout n'était pas encore réussi. Un homme qui pourrait la stimuler, la réconforter et grandir avec elle, et non la laisser s'enfuir. C'était une petite liste, mais pour elle, c'était tout. Elle plia le papier et le glissa dans son journal, murmurant une prière silencieuse avant d'éteindre sa lampe de chevet. Au plus profond d'elle-même, elle sentait souffler un vent de changement. Pas le genre d'entrée en matière théâtrale, mais le genre subtil, celui qui commence par une conversation, une rencontre fortuite, un regard discret dans une salle bondée. David Francis a toujours été un homme animé par l'ambition. Élevé dans une famille modeste d'Abiakuta, il était le troisième d'une famille de 5 enfants, et dès son plus jeune âge, il a compris que s'il voulait une vie meilleure, il devrait la mériter. Son père, technicien ferroviaire à la retraite, et sa mère, vendeuse de marché, lui ont inculqué les valeurs de discipline et de courage. Il avait cette soif de travail qui le poussait à travailler plus dur que la plupart, non pas par désir de richesse, mais parce qu'il en avait assez d'être invisible. À la fin de ses études universitaires, David jonglait déjà avec plusieurs emplois, tournant la journée et donnant des cours particuliers à des lycéens le soir. Sa détermination ne passa pas inaperçue. En 3 ans de carrière en entreprise, il s'était fait un nom au sein du service des opérations d'une entreprise de logistique. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais David visait plus haut, la stabilité, le statut social, un jour, le pouvoir. Lorsque Bitech Company a annoncé un remaniement interne et une ouverture de poste à son siège social de Lagos, David a sauté sur l'occasion. Il avait entendu dire que les employés y gravissaient rapidement les échelons, et grâce à son parcours impeccable et à ses recommandations élogieuses, sa mutation a été approuvée. S'installer à Lagos, c'était comme entrer dans un nouveau monde. Tout était plus rapide, plus précis et plus compétitif. Mais David aimait la compétition. Elle faisait ressortir le meilleur de lui-même, et parfois le pire. Il était sûr de lui, éloquent et savait dire les bonnes choses au bon moment. C'est ce qui le rendait si sympathique. Il savait faire en sorte que chacun se sente entendu, même lorsqu'il préparait déjà son prochain coup. Mais David compensait son manque de richesse par son charme. Les femmes l'adoraient. Ses supérieurs lui faisaient confiance. Ses collègues l'enviaient. Et il s'en réjouissait. Mais sous ces dehors élégants se cachait un homme profondément mal à l'aise face à l'échec, terrifié à l'idée d'être moyen. En vérité, David ne recherchait pas seulement le succès, il avait soif de reconnaissance. Chaque compliment, chaque promotion, chaque signe d'approbation d'un cadre supérieur comblait en lui un vide qu'il ne savait comment nommer. L'amour, pour David, avait toujours été une affaire de transaction.
Ses relations les plus longues ont été avec des femmes qui valorisaient son image ou lui donnaient un sentiment d'importance. Et même s'il n'avait jamais eu recours à qui que ce soit, il ne rechignait pas à des relations qui comportaient des avantages. C'est pourquoi, lorsqu'il a commencé à travailler à l'antenne de BTEC à Lagos et qu'il a constaté le haut niveau de l'environnement, il s'est dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui puisse non seulement l'aimer, mais aussi l'élever. Quelqu'un qui lui a donné une meilleure apparence, une plus grande force, une plus grande réussite. Quelqu'un capable d'ouvrir des portes qu'il ne pouvait atteindre seul. Il ne le disait pas à voix haute, mais son esprit avait déjà décidé que si l'amour et le succès pouvaient être réunis, il ferait tout pour s'y accrocher, même s'il devait faire semblant d'éprouver plus de sentiments qu'il n'en ressentait réellement. Ses premières semaines à BTEC furent intenses. Il a rapidement fait ses preuves dans un nouveau service et a attiré l'attention de plusieurs chefs d'équipe. Parmi eux, une femme nommée Rita Clarence. Elle n'était pas extravagante comme certaines jeunes femmes de l'entreprise, mais elle avait quelque chose de gracieux, de discret et d'incroyablement compétent. David ignorait qu'elle était copropriétaire de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Il ne voyait qu'une femme qui se comportait comme si elle n'avait rien à prouver. Cela l'intriguait. Il l'observa d'abord de loin, observant sa façon de parler en réunion, la façon dont les autres se penchaient vers elle lorsqu'elle apportait son avis, la force de ses paroles sans être trop insistante. Elle n'avait pas de bague au doigt. Aucun scandale dans les ragots du bureau. Elle était un mystère enveloppé d'élégance. Et au fil des jours, la curiosité de David se transforma en intérêt, un intérêt qui allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus complexe qu'il ne l'aurait imaginé. Un lundi matin typique, la réception de BTEC Compagnie bourdonnait de conversations à voix basse, de claquements de talons sur le marbre et du doux bourdonnement de la machine à café du salon exécutif. Rita Clarence entra avec son aplomb habituel, vêtue d'une robe bleu marine ajustée et de talons modestes, son sac soigneusement en bandoulière, les yeux rivés sur le dernier rapport de marché sur sa tablette. Son aura faisait se redresser les passants à son passage, non par peur, mais par admiration. Bien que la plupart des employés ignoraient qu'elle était l'une des principales propriétaires silencieuses de BTEC, sa seule présence imposait une certaine révérence. Rita croyait qu'il fallait s'intégrer à l'entreprise tout en surveillant attentivement sa gestion. Son statut de propriétaire était resté un secret bien gardé, connu seulement de quelques membres du conseil d'administration. Elle se comportait comme une manager, et non comme une patronne, et c'était exactement ce qu'elle appréciait. Mais aujourd'hui, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, allait subtilement perturber sa routine parfaitement structurée. David Francis venait d'être muté à l'antenne de BTEC à Lagos quelques jours plus tôt. Après une brève initiation, il se familiarisait avec l'agencement du bâtiment et sa hiérarchie. Ce matin-là, il examinait des documents du service logistique et fut invité à les déposer à l'étage de la direction pour une réunion prévue plus tard dans la journée. Vêtu avec élégance d'une chemise boutonnée et d'un pantalon sombre, il paraissait confiant et se tenait avec une assurance tranquille. En sortant de l'ascenseur et en tournant au coin de la rue, son regard croisa brièvement celui d'une femme venant de l'autre côté. L'espace d'un instant lui donna l'impression que le temps s'était arrêté. Ce fut l'élégance de sa démarche, l'autorité tranquille de son regard et le fait qu'elle ne leva même pas les yeux de son appareil qui retinrent son attention. Elle n'était pas seulement séduisante, elle était puissante, même en silence. Leurs épaules faillirent se frôler lorsqu'ils se croisèrent, et pour la première fois depuis son transfert, David se sentit un peu instable. Rita, elle aussi, ressentit un éclair de reconnaissance lorsque son regard croisa brièvement celui de l'inconnu. L'espace d'une seconde, elle leva les yeux de sa tablette, sentant un inconnu dans le couloir. Son visage était nouveau, et même si elle ne le fixait pas, quelque chose dans son regard, un mélange de surprise et de respect discret, persista dans son esprit, même après être entrée dans l'ascenseur. Elle chassa rapidement cette pensée. Elle n'était pas du genre à se laisser distraire par des regards fuyants. Pourtant, tandis que les portes de l'ascenseur se refermaient et qu'elle contemplait son reflet dans le métal poli, elle se demanda qui il était. Une nouvelle recrue? Peut-être mutée d'une autre agence? Elle se fit un petit mot pour consulter la dernière liste des employés plus tard dans la journée, mais ne s'y attarda pas. Elle avait des réunions, des dossiers stratégiques à revoir et ses propres problèmes à résoudre. Une rencontre ne signifiait rien. Du moins, se disait-elle. Le reste de la journée se déroula à son rythme habituel. David retourna à son poste, se demandant parfois s'il aurait dû dire quelque chose, n'importe quoi.
mais il ne savait même pas qui elle était, seulement qu'elle se déplaçait comme quelqu'un d'important. Son collègue de l'unité logistique a mentionné plus tard en passant, cette femme, c'est l'une des meilleures directrices ici. Mysterious. Elle ne parle pas beaucoup. Il livre et disparaît. David hocha la tête, intrigué. Mais il avait ses propres objectifs. Il n'était pas à Lagos pour être admiré. Il était là pour s'élever. Pourtant, au fond de lui, il savait que ce moment dans le couloir était plus qu'une simple rencontre. Cela avait planté une graine dont aucun d'eux ne se doutait qu'elle finirait par se transformer en quelque chose de plus complexe et bouleversant. Mais pour l'instant, il restait deux étrangers qui avaient échangé un bref regard et poursuivi leur vie séparément, ignorant à quel point leur destin serait bientôt étroitement lié. Les jours se sont transformés en semaines, et Rita a remarqué David Francis plus fréquemment dans les bureaux de Bitech. Ce n'était pas intentionnel au début. Il semblait toujours être là où elle était, aux réunions stratégiques, aux revues de service, même pendant les pauses café. Il ne l'abordait jamais directement, si ce n'est par des salutations polies, mais quelque chose dans sa présence attirait son attention comme un aimant. Il se tenait avec une assurance tranquille, jamais trop bruyant, jamais trop empressé. Lorsqu'il prenait la parole en réunion, il s'exprimait avec éloquence, sans ostentation. Lorsqu'il entrait dans une pièce, il ne réclamait pas l'attention, mais il l'obtenait quand même. Rita avait vu beaucoup d'hommes comme lui, ambitieux, calculateurs, visionnaires, mais ce qui distinguait David, c'était sa discipline. Il écoutait les autres parler. Il menait à bien ses missions. Il possédait ce rare mélange de charisme et de compétence. Elle commençait à se surprendre à l'observer de l'autre côté de la table du conseil, et parfois, lorsqu'il quittait la pièce, son regard s'attardait quelques secondes de plus qu'il n'aurait dû. C'est Amaka, sa meilleure amie et confidente personnelle, qui l'a taquinée pour la première fois à ce sujet, un soir, lors d'un dîner. Tu as mentionné ce David Francis 4 fois dans la même conversation. Dit Amaka en souriant tout en faisant tourner un verre de vin. Tu es sûr qu'il s'agit toujours de performance au travail. Rita avait ri, balayant la remarque de son ami. Mais la vérité était plus difficile à ignorer. Elle pensait à David plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le soir, allongée dans son lit, son journal à côté d'elle, elle se souvenait de la façon dont il fronçait les sourcils lorsqu'il était plongé dans ses pensées ou des brefs sourires qu'il adressait après avoir pris la parole en réunion. Il ne cherchait pas à l'impressionner. Il ignorait même à quel point elle était profondément attachée à l'entreprise. C'est ce qui lui donnait un sentiment de sécurité, de franchise. S'il l'appréciait, ce ne serait pas à cause de son titre ou du pouvoir discret qu'elle exerçait en coulisses. Ce serait pour ce qu'elle était. Puis vint le jour où ils furent tous deux affectés à un projet transversal, le premier qui les obligerait à travailler directement ensemble. Rita avait discrètement orchestré son implication au sein du conseil d'administration, espérant évaluer certains processus de gestion. David, ignorant l'implication cachée derrière cette sélection, avait été recommandé pour son efficacité et ses connaissances. Leur première séance de travail fut une séance de brainstorming dans un lieu externe à Acacia, et c'est là que quelque chose a basculé. Ils ont échangé des idées autour d'un café, débattu respectueusement de stratégie et même ri d'une erreur dans la présentation numérique. C'était la première fois que Rita le voyait détendu, sans posture formelle, sans les murs d'une salle de réunion. Il a raconté son enfance avec 4 frères et sœurs et comment il avait appris la négociation en se disputant pour des tartines au petit déjeuner. Elle rit, d'un rire profond et sincère, et quelque chose en elle s'ouvrit. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas sentie aussi à l'aise avec un homme. 2 semaines plus tard, lorsque le projet fut terminé, Rita ne pouvait plus nier ce qu'elle ressentait. Elle n'était pas seule. Aimant intriguée par David par lui. Les conversations, les regards échangés, le réconfort silencieux que procurait le fait de travailler aux côtés de quelqu'un qui ne se sentait pas comme un rival, tout cela réveillait quelque chose en elle. Mais elle savait aussi qu'elle devait se montrer prudente. Elle n'avait toujours pas révélé qui était propriétaire de l'entreprise. Si elle envisageait une relation avec David, elle devait s'appuyer sur l'honnêteté, mais le moment devait être opportun. Pour l'instant, elle s'autorisait à ressentir la chaleur des possibilités. Elle ne s'est pas précipitée. Elle n'a pas mis d'étiquette. Elle l'a simplement laissé s'épanouir. Car pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'entrevoir un avenir non seulement fondé sur le succès, mais aussi sur la camaraderie. Et au centre de cette image, qu'elle le veuille ou non, se tenait David Francis.
Tout a commencé par de petits gestes. Une tasse de café posée sur son bureau avec un mot. « Tu as l'air fatigué ce matin. J'espère que ça t'aidera. » Un livre qu'elle avait mentionné avec désinvolture lors d'une réunion, retrouvé sur son siège le lendemain. David n'eut pas besoin d'en dire plus. Ses actions en disaient long. Rita, toujours posée et réservée, se sentit fondre. Ce n'était pas seulement sa gentillesse, c'était sa constance. Il n'a jamais franchi les limites, n'a jamais agi comme s'il avait droit à quelque chose. Il ne l'a jamais mise mal à l'aise ni obligée. Au contraire, il a bâti la confiance, mot par mot, geste par geste, regard attentionné par geste. Leur relation de travail s'est peu à peu transformée en une complicité discrète. Ils ont commencé à déjeuner ensemble, d'abord à la cafétéria, puis occasionnellement à l'extérieur du bureau, dans un restaurant tranquille niché derrière une rue principale animée. Il ne la bousculait pas, et elle ne lui résistait pas. C'était une connexion qui se développait à son rythme, comme du lierre grimpant sur un mur, régulièrement mais sûrement. Il ne fallut pas longtemps avant que les gens au bureau ne commencent à remarquer leur proximité. Des rumeurs circulaient à voix basse, suggérant que l'élégante Rita Clarence et l'étoile montante David Francis étaient plus que de simples collègues. Rita ne prêtait aucune attention au ragot. Elle savait qui elle était et avait bâti sa réputation sur le mérite, et non sur le scandale. David, lui aussi, restait imperturbable. Il respectait les limites. Il ne se touchait jamais au bureau, ne s'attardait jamais trop dans les couloirs, ne donnait jamais à quiconque une raison de instrumentaliser leur lien. Mais en coulisses, leur complicité s'épanouissait. Les week-ends étaient désormais remplis de brunchs partagés, de longues conversations sur la vie et de promenades dans Freedom Park. Rita ne s'était jamais sentie aussi en sécurité émotionnellement avec quelqu'un. Il la faisait rire, il l'écoutait sans chercher à la calmer, et il lui donnait l'impression d'être une femme, et pas seulement une figure influente du monde des affaires. La demande en mariage eut lieu un soir qu'aucun d'eux n'oublierait. C'était un jeudi, et ils avaient prévu un dîner dans un restaurant tranquille sur un toit-terrasse que David avait découvert. Le vent était doux, les lumières de la ville s'étendaient sous eux comme une toile de lucioles scintillantes, et un saxophoniste jouait faiblement dans un coin. Ils avaient parlé de tout ce soir-là, de leur semaine, d'un souvenir d'enfance, et même de l'endroit où ils se voyaient dans 5 ans. David avait été nerveux tout au long du dîner, jouant avec sa fourchette, regardant sa montre, mais Rita ne se doutait de rien. Ce n'est qu'au moment où le dessert fut servi, recouvert d'une cloche argentée, qu'elle le souleva pour trouver une petite boîte en velours à la place du gâteau. Son cœur fit un bond. Elle leva les yeux et le vit, déjà à genoux, le regard doux et la voix posée. « Rita Clarence, dit-il en lui prenant doucement la main, je sais ce que c'est que l'amour maintenant, grâce à toi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ralentisse le monde quand il parle. Je ne veux pas d'un avenir sans ton rire, ta force, ta paix. Peu m'importe où nous vivons, ce que nous avons, où nous allons, pourvu que nous y allions ensemble. Veux-tu m'épouser ?» Les mots la submergèrent comme une douce vague. Pendant un instant, Rita resta silencieuse. Non pas par incertitude, mais parce que son cœur était plein d'émotions, sa gorge serrée. Elle hocha la tête, puis murmura « oui », et tout le restaurant éclata en applaudissements. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux sous les étoiles, Rita lui serra la main et songea à la vie qu'ils allaient construire. Elle ignorait que l'amour, si beau soit-il, pouvait aussi être fragile, et que cette nuit de joie deviendrait un jour un souvenir hanté par la trahison. Rita Clarence avait toujours compris le timing. Elle ne croyait pas aux décisions précipitées, mais lorsque l'occasion se présentait, elle agissait avec une précision silencieuse. Bitech Company était dans son viseur depuis longtemps, une entreprise de logistique ambitieuse de taille moyenne au potentiel de croissance considérable, mais freinée par des querelles internes entre ses associés fondateurs. Pendant plus d'1 an, Rita avait observé les chiffres, étudié les fluctuations du marché et suivi les rumeurs au sein du conseil d'administration. Elle n'était pas seulement une employée de haut rang de l'entreprise, c'était une stratège silencieuse, observant discrètement l'évolution de la situation. Alors, lorsqu'elle apprit par une source confidentielle que 2 des fondateurs s'apprêtaient à vendre leurs actions sur fond de tensions persistantes, elle n'hésita pas. C'était le moment qu'elle attendait. Elle contacta ses conseillers juridiques, organisa une réunion discrète avec son équipe d'investissement et lança le processus sans attirer la moindre attention, même de ses plus proches collaborateurs. Elle ne voulait pas que l'achat soit rendu public, pas encore.
Rita connaissait le pouvoir de la discrétion. L'entreprise jouissait d'une excellente réputation, mais elle ne voulait pas que sa relation avec David, désormais son fiancé, soit teintée de préjugés de favoritisme ou de richesse. Et surtout, elle ne voulait pas que David, ou quiconque chez Bitech, la traite différemment en raison de ses biens. Le plan était simple, obtenir discrètement le contrôle majoritaire par les actions et garder son rôle en coulisses jusqu'à un moment ultérieur, plus stratégique. Le processus de due diligence a été méticuleux. Chaque document a été examiné, chaque clause a été vérifiée, chaque faille a été comblée. Rita était présente à chaque signature, chaque appel téléphonique, chaque négociation à huis clos, même si son nom n'apparaissait jamais publiquement. Elle collaborait avec des sociétés holding et des agents de confiance, veillant à rester invisible. Il ne s'agissait pas de se cacher, mais de contrôler le récit. Elle ne voulait pas être perçue comme la femme qui achetait le pouvoir. Elle voulait être perçue comme celle qui le gagnait. À la fin de la 3e semaine, c'était fait. Rita Clarence était officiellement devenue actionnaire majoritaire de Bitech Company, détenant 65% du capital. L'encre avait séché, les actions avaient été transférées et le conseil d'administration avait ratifié le changement. Seuls 3 membres du conseil connaissaient son identité et étaient liés par de stricts accords de confidentialité. Son équipe juridique a veillé à ce que son nom n'apparaisse sur aucun document public tant qu'elle n'aurait pas autorisé la transition. Et pour l'instant, elle n'avait aucune intention de le faire. Tout était exactement là où elle le souhaitait, stable, sous contrôle et en attente. Elle plaça le contrat final signé dans un dossier sécurisé, le glissa dans le tiroir de son bureau et le verrouilla. Elle expira profondément, le cœur empli d'une fierté silencieuse. C'était plus qu'un investissement, c'était un empire en devenir. Une fondation pour quelque chose de plus grand, quelque chose de permanent. Il n'y a pas eu de célébration, pas de champagne, pas de dîner fastueux, juste le silence. Le genre de silence que les femmes puissantes comme Rita comprenaient et respectaient. Son téléphone vibra, un message de David lui demandait s'ils pouvaient dîner ensemble le lendemain. Elle sourit faiblement. Il n'en avait aucune idée. Et c'était exactement ce qu'elle voulait, pour l'instant. Elle le lui dirait un jour, peut-être après la lune de miel. Peut-être par surprise. Pour l'instant, l'entreprise lui appartenait, et le secret aussi. La force ne résidait pas dans l'annonce, mais dans la patience. Rita maîtrisait les deux. Ce qu'elle ignorait, en revanche, c'est que le destin allait bientôt tout bouleverser avant même qu'elle n'ait eu l'occasion de révéler la vérité. La journée avait commencé comme toutes les autres pour Rita Clarence, calme, déterminée et pleine de projets. Elle s'était réveillée tôt, les pensées bouillonnantes d'impatience. Une partie de son cœur vibrait d'excitation, même si elle ne le laissait jamais paraître. Aujourd'hui était censé être spécial. Après des mois de travail acharné, de négociations silencieuses et de manœuvres stratégiques en coulisses, elle avait enfin conclu l'acquisition de Bitech Company. Elle avait les documents prêts, soigneusement rangés dans son sac à main en cuir, scellés dans une enveloppe bleu marine. C'était plus qu'une décision commerciale, c'était un cadeau. Une surprise. Une surprise qu'elle comptait partager avec David au déjeuner. Elle lui avait déjà envoyé par SMS l'heure et le lieu, un restaurant tranquille qu'il fréquentait sur l'île Victoria. Son cœur battait un peu plus vite tandis qu'elle appliquait un rouge à lèvres d'une teinte douce devant son miroir. Elle ignorait qu'elle était à des heures du moment qui allait tout changer. La circulation des Legos était déjà dense lorsque Rita quitta son appartement miteux vers 10 à 15 heures. La ville, animée par son rythme habituel de klaxons de bus, de marchands ambulants et de navetteurs agités, vibrait autour de son SUV comme un organisme doté d'une volonté propre. Elle conduisait elle-même. Son chauffeur personnel s'était absenté pour une urgence familiale, et Rita, qui ne se reposait jamais trop sur les autres, se sentait suffisamment en confiance au volant. Elle avançait prudemment dans les rues étroites et les ronds-points, vitres levées, climatisation ronronnant doucement, et son esprit ruminait la conversation qu'elle allait bientôt avoir avec David. Serait-il surpris? Sourirait-il avec fierté ou avec incrédulité? Quoi qu'il en soit, elle avait hâte de voir son expression. Sa main effleurait de temps en temps le bord de l'enveloppe posée à côté d'elle sur le siège passager, comme pour se rappeler que c'était bien réel, son triomphe silencieux. Elle était à moins de 20 minutes du restaurant lorsque le temps commença à changer. Les nuages s'assombrirent soudain, contrastant fortement avec le soleil du matin. Une bruine commença à tomber, d'abord douce, puis plus forte. Rita ralentit,
mit les essuie-glaces en marche et rajusta sa concentration. Elle venait de dépasser le pont de l'autoroute Lekki à PE lorsqu'elle remarqua le chaos devant elle. Une foule dispersée, des voitures freinant de manière irrégulière et des klaxons assourdissants. Son instinct reprit le dessus. Elle freina légèrement et scruta les environs, cherchant à comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'elle le vit. Une grosse remorque à ciment déviée de la voie opposée, ses pneus crissaient, le conducteur hurlait derrière le volant. La remorque avait perdu le contrôle. Rita en eut le souffle coupé. Le temps sembla s'arrêter. Ses mains agrippèrent le volant tandis qu'elle tentait de dévier, mais il était trop tard. La remorque percuta son véhicule latéralement, une violente collision entre l'acier, le caoutchouc et le verre. Le bruit était assourdissant. Le métal se tordait comme du papier, et l'impact projetait le SUV de Rita sur la route comme un jouet. Le verre volait en éclats dans tous les sens. Sa tête heurta violemment la vitre et une douleur aiguë lui traversa la colonne vertébrale. Sa vision se brouilla instantanément, puis s'obscurcit. Le monde sombra dans le silence. Les passants hurlaient et se précipitaient vers l'épave, certains appelant à l'aide, d'autres trop abasourdis pour bouger. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentissaient au loin tandis que les secours accouraient sur les lieux. Les voitures s'alignaient dans la confusion, les klaxons hurlaient, les piétons se pressaient. Mais à l'intérieur du SUV cabossé, Rita restait immobile, inconsciente, imprégnée de l'odeur métallique, du sang et des rêves brisés. L'enveloppe contenant les documents de l'entreprise gisait au sol, non ouverte, les bords déchirés mais le contenu intact, symbole d'un destin prématurément interrompu. Le silence régnait dans la salle d'hôpital, à l'exception du faible bourdonnement des machines et du va-et-vient occasionnel des infirmières passant d'un lit à l'autre. Rita Clarence n'avait pas beaucoup parlé depuis l'accident. Elle sombrait dans l'inconscience, parfois consciente de l'odeur stérile de l'antiseptique, d'autres fois perdue dans un brouillard d'analgésiques et de traumatisme. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis qu'on l'avait extraite des décombres, et maintenant, allongée sous des draps blancs immaculés, elle se sentait comme un fantôme dans sa propre vie, voyant tout ce qu'elle contrôlait autrefois lui filer entre les doigts. Chaque fois qu'elle essayait de bouger, son corps résistait violemment. Ses jambes restaient inertes. Ses bras étaient faibles. Son esprit était alerte, plus vif que jamais. C'était peut-être le plus cruel, d'être pleinement consciente alors que son corps se rebellait. Les questions tourbillonnaient dans sa tête, mais aucune ne résonnait plus fort qu'une seule. Est-ce que je travaillerai à nouveau un jour? Le 5e matin, un neurologue, le docteur Timotopo Adebanjo, entra seul dans sa chambre. Homme à la voix douce, au regard bienveillant et à l'air discret, il portait un dossier et un communiste qui mirent immédiatement Rita mal à l'aise. Il consulta son dossier, écouta sa respiration, puis, après le départ de l'infirmière, s'assit tranquillement à côté d'elle. « Madame Francis, commença-t-il d'un ton professionnel mais empreint d'empathie. Je sais que c'est bouleversant. Je ne vais pas édulcorer les choses. Vous avez subi un traumatisme médulaire. Mais tu es stable. Tes scanners montrent une compression importante, mais pas une rupture complète. » Rita le regarda d'un air absent, les lèvres sèches. « Ce qui veut dire ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Le docteur Timotopo expira et posa le dossier sur ses genoux. « Ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir. Avec un traitement intensif, il est possible, bien que non garanti, que vous retrouviez une mobilité partielle, voire totale. Et surtout, vos fonctions cognitives et motrices au-dessus de la ceinture sont totalement intactes. Vous pourrez à nouveau travailler, peut-être pas immédiatement, mais bientôt. » Pendant un long moment, Rita resta silencieuse. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait par vagues légères tandis qu'elle absorbait ses paroles. C'était la première lueur d'espoir qu'on lui offrait depuis l'accident. « Tu me dis que non. Fini, murmura-t-elle. Le regard du médecin s'adoucit. « Non, madame. Vous n'en avez pas besoin. Vous aurez besoin de rééducation, de patience et de beaucoup de force, mais vous êtes loin d'avoir terminé. En fait, si vous réagissez bien à une thérapie précoce, vous pourrez peut-être commencer à travailler assis en quelques semaines. Un rétablissement complet prendra plus de temps, mais ce n'est pas impossible. Votre détermination sera la clé. » Il se leva lentement, ajustant le col de son manteau. « Je ne voulais pas encore dire ça devant quelqu'un d'autre. Je pensais que tu méritais de l'entendre en premier. Nous commencerons la kinésithérapie la semaine prochaine. Discrètement. Voyons comment ton corps réagit avant de l'annoncer au monde entier. » Après son départ,
Rita fixa le plafond pendant ce qui lui sembla des heures. La nouvelle résonna en elle comme un hymne paisible. Elle n'était pas brisée. Pas complètement. Elle avait une chance. Ce n'était pas une certitude, mais c'était une possibilité, et cela lui suffisait. Elle n'en a rien dit à David, qui n'était pas venu depuis 2 jours. Elle n'a pas appelé Amaka. Elle n'a même pas pleuré. Au lieu de cela, elle attrapa le bloc-notes posé à son chevet, les doigts tremblants, et griffonna un seul mot, guérir. Elle savait qu'elle devait guérir, non seulement pour marcher, mais pour se relever. Non seulement pour elle-même, mais pour l'héritage qu'elle avait failli léguer. Bitech Company était à elle. Son esprit était encore vif. Son nom avait encore du poids. Elle se lèverait en silence, comme toujours. Et le moment venu, quand on s'y attendrait le moins, elle montrerait à tous, et surtout à David, que la femme qu'ils avaient dressée était toujours une reine à part entière. Les jours qui suivirent l'accident de Rita se transformèrent en semaines, et le rythme autrefois joyeux de sa maison se transforma en un silence inquiétant. Au début, David Francis s'était montré attentif, assis à son chevet, lui apportant des fleurs, répondant à ses appels avec une sollicitude programmée. Mais Rita remarqua les changements presque immédiatement. La douceur de sa voix avait disparu. Les regards chaleureux s'étaient calmés. Même ses étreintes commençaient à lui paraître mécaniques, brèves, obligatoires. Ce qui était autrefois de l'amour ressemblait désormais à de l'endurance. Au début, Rita tenta de mettre ce changement sur le compte du stress. Elle se disait que David était dépassé, que la voir en fauteuil roulant l'avait peut-être choqué. Mais au fond d'elle, une terrible prise de conscience commença à germer. Son accident avait fait plus que briser son corps. Il avait révélé la faiblesse de l'affection de son mari. David ne voyait pas sa force. Il ne voyait que ce qu'elle avait perdu. À la maison, la distance s'agrandissait. David ne lui préparait plus de thé le matin et ne l'aidait plus à s'asseoir sans qu'on le lui demande. Il commença à travailler plus longtemps, rentrant souvent en retard, prétextant des rapports à rendre ou des réunions de dernière minute. Il commença à éviter son regard pendant les conversations, lui demandant rarement comment se déroulaient ses séances de thérapie ou la date de l'un de ses examens de rééducation majeure. Quand Rita abordait gentiment le sujet, il haussait simplement les épaules. « J'ai trop de choses en tête », murmura-t-il, masquant à peine son irritation. L'homme dont elle avait cru qu'il la soutiendrait dans toutes les tempêtes lui donnait désormais l'impression d'être un fardeau. Leurs rires se turent, leur intimité s'éloigna. Rita ne reconnaissait plus l'homme qui lui avait autrefois tenu la main et lui avait promis l'éternité. Ce qui la blessait le plus n'était pas son absence, mais les inquiétudes qu'elle éprouvait en sa présence. David commença à lui parler comme par obligation, lui donnant des nouvelles glaciales du bureau, sautant parfois carrément le dîner. Elle s'asseyait à la table en silence, les yeux fixés sur sa chaise vide, sa nourriture intacte. Son cœur se serrait, non pas de pitié, mais de lucidité. Elle commençait à comprendre que ce que David aimait, ce n'était pas son âme, mais sa réussite. Lorsqu'elle était forte, indépendante et parfaitement mobile, il l'adorait. Il la présentait à ses collègues, vantait son esprit stratégique et partageait même ses idées lors d'événements de réseautage. Mais maintenant, prive. Accent aigu de ses... Il la considérait comme incomplète. Rita réalisa la dure vérité. David était tombé amoureux de son statut, et non de son essence. Le moment le plus dur survint un soir pluvieux, lorsque Rita, reprenant courage, prit la main de David par-dessus le canapé du salon. « Je sais que c'est dur, dit-elle doucement. Mais je suis toujours moi, David. Je t'aime toujours. » Il retira sa main sans la regarder. « Ce n'est pas ce pourquoi je m'étais engagé, Rita, dit-il sans détour, la voix dénuée d'émotion. Voix dénuée d'émotion. Tu l'étais autrefois. Different. Les mots la blessèrent plus profondément que toutes ses blessures physiques. Elle se rassit, le souffle coupé. À cet instant, Rita Clarence comprit tout le poids de ce qui l'attendait. Pas seulement se remettre d'un accident, mais survivre à une trahison. Et même si elle n'avait rien dit de plus ce soir-là, quelque chose en elle avait changé. Elle n'espérait plus son retour d'amour. Elle commença à se préparer, mentalement et émotionnellement, au jour où elle n'en aurait plus besoin. Le repli progressif de David se transforma bientôt en une cruauté flagrante. Au début, cela se manifestait dans les petits détails, son ton impatient lorsque Rita demandait de l'aide pour atteindre quelque chose, sa façon de lever les yeux au ciel lorsqu'elle l'appelait à l'aide, ou sa façon de faire semblant de ne pas l'entendre depuis l'autre pièce. Au fil du temps,
Son dédain s'enhardit. Il ne faisait plus semblant de s'en soucier. Si elle lui demandait d'aller chercher ses médicaments, il soupirait comme si elle lui demandait son sang. « Tu n'es pas la seule à avoir des problèmes, » s'exclamait-il. « Moi aussi, j'ai eu une vie, Rita. » Elle commença à redouter ses pas, se demandant s'il allait simplement l'ignorer ou la déchaîner sur un torrent d'insultes. Il quittait la maison en trombe, restait dehors toute la nuit et revenait empestant l'alcool ou un parfum inconnu. Rita supportait tout cela en silence, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle espérait encore que l'homme qu'elle avait aimé la rejoindrait. Bientôt, la violence psychologique s'accompagna d'une négligence délibérée. David a arrêté de faire ses courses, prétextant un manque d'argent, alors que Rita savait que son compte était toujours alimenté par l'épargne commune qu'elle avait constituée. Ses aidants sont devenus irréguliers. Il a prétendu que les garder était trop coûteux. À un moment donné, il avait même retiré la rampe près de la porte arrière, la forçant à dépendre entièrement de lui pour accéder à l'extérieur. « Pourquoi aurais-tu besoin de sortir, de toute façon » marmonna-t-il lorsqu'elle protesta. « Ce n'est pas comme si tu assistais à un défilé de mode dans ce fauteuil roulant. » Cette nuit-là, Rita pleura jusqu'à en avoir mal à la poitrine, non seulement à cause de la cruauté, mais aussi de la solitude d'être enfermée dans un foyer qui avait autrefois été un foyer d'amour. Les murs résonnaient du souvenir de leurs vœux de mariage, désormais transformés en une prison de silence et de honte. Il se moquait d'elle lors des appels, lui parlait comme à une nuisance devant ses amis, et un jour, alors qu'elle tentait de lui rappeler leurs projets d'autrefois, ses espoirs pour leur vie, il lui cria « Tu n'es plus qu'un fardeau, Rita. Tu crois que je devrais continuer à vivre comme ça juste parce que j'ai pitié de toi ?» Ce moment a tout changé. Son cœur s'est brisé, mais son regard s'est durci. La femme qui attendait autrefois son retour à la porte a cessé d'attendre. Elle a commencé à passer plus de temps dans son bureau privé, à écrire, à lire et à documenter. Elle a contacté directement son kinésithérapeute, a pris elle-même ses rendez-vous et a commencé à bouger ses doigts plus librement. Ses jambes refusaient toujours d'obéir, mais son esprit s'était affiné. Rita réalisa qu'elle ne pouvait plus confier à David ses soins, sa dignité ou ses rêves. Ce qu'elle avait cru être une période difficile dans son mariage s'était révélé être la vérité. David ne l'avait jamais aimée. Il adorait ce qu'elle lui offrait. C'était le dernier jeudi du mois, et la société Bitech organisait un séminaire départemental dans la salle de conférence d'un hôtel d'Acacia. L'événement, sur le thème des stratégies financières émergentes en logistique, rassemblait des cadres, des analystes et des cadres intermédiaires de divers secteurs. David Francis s'y rendit à contre-cœur. Son cœur n'était plus au travail ces derniers temps, et même s'il restait compétent, sa volonté de progresser au sein de l'entreprise s'était émoussée sous le poids de son mariage en ruine. Il y alla néanmoins, en partie pour échapper au silence assourdissant et peut-être raviver son enthousiasme professionnel déclinant. Assis au troisième rang de l'auditorium lumineux, feuilletant le programme, son regard se posa sur un nom qu'il ne connaissait pas, Benita Akin. Elle devait intervenir lors de la deuxième table ronde. Pas de titre, juste son nom. Mais lorsqu'elle monta enfin sur scène, l'attention de David se détourna instantanément. Benita Akin dominait la salle avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle se leva, posée, vêtue d'une robe noire sur mesure qui s'accordait parfaitement avec le rythme élégant et assuré de ses pas. Ses cheveux étaient coiffés en douces ondulations qui effleuraient ses épaules, et ses lèvres se courbaient légèrement vers le haut, comme si elle savait déjà que la salle lui appartenait. Lorsqu'elle commença à parler, sa voix était douce et posée, capturant sans effort l'attention de l'auditoire. David n'était pas le seul à le remarquer. Plusieurs têtes se tournèrent, les yeux rivés sur elle, et au loin, David vit quelque chose de complètement différent. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était de la distraction. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait plus à Rita. Il ne se souvenait plus de son fauteuil roulant, de ses appels à l'aide, ni du sourd écho de la solitude dans leur maison commune. Pendant quelques minutes, tout cela s'évanouit. David observait Benita parler avec une curiosité grandissante. Elle n'était pas particulièrement tapaque sans grave l'œil, mais elle articulait ses idées, maîtrisait le timing et le ton, et la façon dont elle gesticulait pour souligner ses arguments, ce qui laissait une impression. Il n'avait même pas saisi tous les détails de son sujet. Il parlait de restructuration financière, de prévision d'action et de modèles d'investissement technologique. Mais ce ne sont pas ces diapositives qui ont captivé son intérêt, mais sa présence. Elle a terminé sa présentation par un bref hochement de tête.
Quelques hommes se sont penchés en avant pour chuchoter à leurs voisins de siège. David ne dit rien, mais quelque chose s'était réveillé en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Pas d'amour, pas même de désir. Juste de l'intérêt. Le genre qui le prenait de court. Le genre qui le faisait réfléchir à deux fois. Toujours assis, David jeta un nouveau coup d'œil au programme et traça son nom du doigt. Benita Akin. Il ignorait son passé ni ses intentions, mais il l'avait vu. Son image persista dans ses pensées bien après la reprise du séminaire. En sortant de la salle de conférence pendant la pause, il l'a aperçu à la table des rafraîchissements, en train de discuter avec deux autres professionnels. Il ne s'est pas approché. Il n'a même pas souri. Il observa simplement, brièvement, puis passa, se disant que ce n'était rien. La curiosité avait pris racine. Et même si aucun mot n'avait été échangé, aucun regard échangé, le monde de David avait doucement basculé. Benita y était entrée. Pas complètement, pas de manière significative. Mais elle était là, gravée dans son esprit distrait. Quelques jours après le séminaire, David Francis ne parvenait plus à chasser l'image de Benita Akin de son esprit. Au début, elle était innocente, avec une assurance froide dans le ton. Mais avec le temps, elle a évolué. Il a commencé à chercher son nom en ligne, a trouvé son profil LinkedIn, a parcouru ses publications et ses actualités, et a même découvert quelques interviews qu'elle avait données. Il a appris qu'elle travaillait pour un cabinet de conseil en investissement indépendant qui s'adressait aux entreprises de taille moyenne et aux entrepreneurs individuels. Plus il lisait, plus il était impressionné, non seulement par son apparence, mais aussi par son originalité. Et, contrastant avec le brouillard émotionnel qui enveloppait sa maison, l'image de Benita brillait désormais comme un soleil dans sa mémoire. Peu à peu, il commença à se dire que c'était de l'admiration, simplement professionnelle. Mais au fond de lui, quelque chose d'autre prenait racine. Son obsession grandissante commença à affecter sa routine. Au travail, il était souvent distrait, consultant son téléphone plus fréquemment, et il commença à assister à des événements qu'il aurait ignorés auparavant, au cas où elle serait là. Il retourna même 2 fois au centre de conférence de l'hôtel sous prétexte de réseautage, espérant à chaque fois la croiser par hasard. Comme il ne le faisait pas, la frustration s'est installée. Cette frustration s'est transformée en détermination. Finalement, il a pris contact par l'intermédiaire d'un contact professionnel commun, envoyant un message poli pour se rapprocher autour d'intérêts communs. À sa grande surprise et à sa grande joie, Benita lui répondit par une réponse brève mais cordiale. Ils convinrent de prendre un café un samedi matin. David mentit à Rita en lui disant qu'il avait une réunion de stratégie de travail et qu'il quitta la maison avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Assis en face de Benita au café, la regardant remuer lentement son thé et parler des risques du portefeuille comme si elle récitait de la poésie, il comprit que ce n'était plus seulement de l'admiration. Il était en train de tomber. Et il s'en fichait. Plus il retrouvait Benita, plus il se sentait redevenir lui-même, ou du moins la version de lui-même qu'il croyait disparue. Elle l'écoutait parler de ses idées et louait son intelligence. Elle lui disait qu'il possédait un rare mélange de présence et de patience, et David s'accrochait à chaque compliment comme à de l'oxygène. Elle ne posait jamais trop de questions sur sa vie privée, ce qui lui convenait parfaitement. Il évitait toute allusion à Rita, à son accident, à sa maladie, préférant parler de ses objectifs, de ses frustrations professionnelles et de son rêve de construire quelque chose de plus grand qu'un simple emploi de bureau. Benita jouait son rôle à la perfection, intéressée, encourageante, parfois coquette, mais jamais trop ostentatoire. Cela lui suffisait à se sentir choisi, vivant, désiré, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti dans son mariage depuis très longtemps. À la maison, la différence était visible. David rentra tard, il était seul. Il cessa de questionner Rita sur sa thérapie, remarquant à peine ses progrès. Il passait des heures enfermé dans la chambre d'amis au téléphone, à chuchoter et à rire, et lorsque Rita lui demandait où il était allé, il donnait des réponses vagues. Sortie, rendez-vous avec un client, ou parfois, juste le silence. Elle ne se disputait plus. Elle ne suppliait plus. Elle observait simplement, silencieusement, avec des yeux qui se souvenaient de tout. Tandis que David construisait des illusions avec Benita, Rita construisait quelque chose de réel, de patient, de puissant et de plus en plus fort. Mais David ne le voyait pas. Trop aveuglé par le fantasme, il pensait que Benita était son sauveur.
Il ignorait qu'elle était une épreuve et qu'il finirait par l'échouer. Le matin où David remit les papiers du divorce à Rita fut étrangement calme. Le soleil filtrait à travers les rideaux du salon en douces lueurs obliques, baignant l'espace d'une lueur, si ce n'était de l'orage qui couvait dans la poitrine de Rita. Elle l'avait pressenti. La distance, les mensonges, les disparitions fréquentes, l'odeur d'un parfum inconnu sur son col. Mais rien n'aurait pu la préparer à la cruauté de cet instant. David ne s'est même pas assis. Il s'est penché sur elle tandis qu'elle était assise dans son fauteuil roulant, a posé une enveloppe marron sur la table comme une facture d'électricité et a murmuré. « Je pense que c'est pour le mieux. » Sa voix était froide, irrévocable. Rita ne prit pas l'enveloppe. Elle ne pleura pas. Elle le fixa simplement, le souffle coupé entre le sanglot et le halètement. Elle avait imaginé bien des trahisons, mais celle-là était creuse, dénuée de remords, dénuée de compassion. Même après tout ce qu'ils avaient partagé. « Est-ce vraiment ce que tu es maintenant ?» murmura-t-elle enfin, la voix tremblante. David ne répondit pas. Il garda les yeux fixés sur l'enveloppe, évitant les siens. « Après tout ce que j'ai abandonné pour toi, après t'avoir aimé de tout mon être, même dans cet état, tu entres et me tends ça comme si c'était vrai. Comme si je n'étais rien. » Toujours pas de réponse. Il affichait la même expression qu'il avait depuis des semaines. Fatigue, détache, distant. C'était comme si la femme assise devant lui était une étrangère, et non l'épouse qu'il avait juré de chérir. « Je ne peux plus continuer comme ça, Rita, dit-il. Nous savons tous les deux que ça ne marche pas. J'ai une vie à vivre, et je ne peux pas la passer à ça. » Il fit un geste vague et cruel vers son fauteuil roulant. Ce n'était pas seulement les mots. C'était la façon dont il les prononçait, sans culpabilité, sans hésitation, qui la blessait le plus. Les yeux de Rita brûlaient, mais elle refusait de laisser couler ses larmes devant lui. Au lieu de cela, elle hocha lentement la tête. « Parfois, ton amour meurt parce que je ne peux pas marcher. » Sa voix était basse, calme, presque étrange. « Tu ne m'as jamais vraiment aimé, David. Tu aimais l'idée que j'étais pour toi. Tu aimais ma force, mon succès, mon nom, jusqu'à ce que je devienne gênant. » Elle détourna alors le regard, incapable de le supporter plus longtemps. « Tu n'as pas à t'inquiéter que je t'attache. Je signerai tes papiers. J'espère juste que tu te souviendras de la femme qui t'aurait donné le monde. » David ne dit rien. Il prit ses clés de voiture, marmonna quelque chose à propos d'un avocat qui suivrait, et sortit. La porte se referma derrière lui avec un bruit sec. Rita resta assise là un long moment, fixant le silence qu'il laissait derrière lui. Son cœur se brisa silencieusement, mais son esprit, au plus profond d'elle-même, demeura intact. Cette nuit-là, Rita ne dormit pas. Elle resta allongée à côté d'elle sur le lit. Une partie d'elle avait envie de crier. Une autre voulait le supplier de revenir. Mais les deux voix étaient couvertes par quelque chose de plus fort, la clarté. Elle connaissait désormais la vérité. David n'avait jamais aimé son passé ni son utilité. Son dévouement s'était éteint dès qu'elle avait cessé de rehausser son image. Mais Rita n'était pas brisée. Elle était meurtrie. Elle était en deuil. L'homme avec qui elle avait rêvé de passer sa vie était parti, mais la femme qu'elle était avant lui, et celle qu'elle deviendrait après lui, demeurait. Et tandis que la nuit s'étirait jusqu'au matin, elle murmura 3 mots pour elle-même, non pas en signe de défaite, mais en promesse, ce n'est pas fini. Les semaines qui suivirent le divorce furent les plus dures de la vie de Rita. Non pas à cause d'un chagrin d'amour, non, qui était passé comme une fièvre soudaine, mais à cause du silence. De celui qui s'insinue chaque jour dans votre maison. David était parti. Son absence n'était pas pleurée, mais elle résonnait. Elle n'avait plus à supporter sa cruauté, mais son départ avait laissé derrière lui les débris d'années d'érosion émotionnelle. Pourtant, Rita ne s'effondrait pas. Elle refusait. Chaque matin, elle se rendait dans son bureau, allumait une bougie et tenait un journal. Elle y écrivait sur sa douleur, se connectant à elle-même, non pas à l'épouse, ni à la personne dépendante, mais à la femme qui avait autrefois conquis les salles de conseil. Elle s'entoura d'inspiration, de livres, de musique douce et de voix qui lui rappelaient la sienne. Sa kinésithérapie reprit avec une intensité renouvelée. Sa thérapeute, le docteur Angela, était une femme bienveillante mais ferme qui crut en Rita dès le premier jour. « Ta colonne vertébrale n'était pas complètement endommagée, » lui rappela-t-elle. « Tu as encore de la force, les exercices étaient épuisants. » Certains jours, Rita pleurait. D'autres jours, elle était sur le point d'abandonner.
Mais chaque fois qu'elle repensait à la façon dont David l'avait regardée comme une chose abandonnée, elle redoublait d'efforts. Chaque goutte de sueur devenait un badge. Chaque étirement, une affirmation. Angela lui a fait découvrir l'hydrothérapie, les exercices de résistance et, finalement, les marches assistées avec des barres d'appui. Les progrès étaient lents, mais un jeudi matin, sous la lumière chaleureuse des lampes de rééducation, Rita a fait 2 pas complets sans aide. Ils n'étaient pas gracieux, mais c'étaient les siens. Et lorsqu'elle s'est effondrée dans son fauteuil roulant après coup, elle a ri à travers ses larmes. Ce moment a marqué un tournant, non seulement dans son rétablissement, mais aussi dans sa vision de la vie. Elle n'en avait encore parlé à personne, pas même à Amaka. Elle restait silencieuse dans son bureau, un pied devant l'autre, s'agrippant au bord de son bureau ou à l'encadrement d'une porte. C'était devenu un rituel intime. Elle se levait, faisait quelques pas hésitants et murmurait « Tu es toujours entière ». À chaque pas, elle sentait une partie de son passé se détacher comme une vieille peau. Elle n'était plus la femme qui avait supplié un homme de rester. Elle n'était plus la femme autrefois considérée comme brisée, devenue le symbole de sa résilience. Elle ne recommençait pas seulement à marcher. Elle se reconquérait. Derrière sa convalescence silencieuse, Rita prenait également des initiatives. Appels téléphoniques discrets au conseil d'administration. Réunions d'évaluation avec ses avocats. Notes internes signées sous sa holding. Le gala qu'elle avait initialement proposé au conseil d'administration quelques mois avant l'accident était enfin approuvé. L'agence et la direction de B-Tech Company. Une nuit où le vrai visage de l'entreprise serait enfin révélé. Rita n'en disait rien à personne en dehors de son cercle de confiance. Laissons David vivre son fantasme. Qu'il boive et dîne avec Benita, aveugle à l'empire dont il s'était moqué. Qu'il pense qu'elle était toujours confinée à sa chaise. Car le jour du gala, Rita n'entrerait pas comme ça dans la salle de bal. Elle allait s'élever. Le monde, David y compris, ne l'oublierait jamais. Tout a commencé par une note discrète envoyée via les canaux de communication internes de B-Tech Company, une invitation officielle à tous les services, parties prenantes et membres du conseil d'administration à assister à une soirée de gala prestigieuse célébrant l'héritage et le leadership de l'entreprise. L'événement, prévu dans un lieu exclusif de l'île Victoria, devait être le plus grand rassemblement organisé par B-Tech depuis des années. Le message était signé par un assistant de direction travaillant sous l'égide d'un actionnaire majoritaire anonyme. La note promettait une soirée de reconnaissance, de changement et une révélation majeure de la direction. Des rumeurs ont commencé à circuler dans les salles de réunion et de pause. Qui était derrière ce gala? Pourquoi maintenant? Que signifiait la nouvelle direction? La plupart pensaient qu'il s'agissait d'une simple célébration pour célébrer la nouvelle stratégie de l'entreprise, mais Rita Clarence savait exactement de quoi il s'agissait. Elle était là non seulement pour révéler la vérité, mais pour récupérer tout. Ce qui lui avait été vu l'annonce au travail et n'y avait presque pas prêté attention. Pour lui, c'était une simple réception, un de ces événements festifs où l'on trinque, où l'on boit du vin et où l'on serre la main. Il avait reçu des dizaines d'invitations de ce genre au fil des ans, et même s'il les évitait habituellement, quelque chose dans celle-ci l'intriguait. C'était peut-être le langage de la reconnaissance de l'héritage. Tout cela sonnait grandiose, et David, plus que jamais, avait besoin de se sentir à nouveau pertinent. Sa position chez B-Tech commençait à stagner. Les nouvelles recrues attiraient l'attention, et ses propres performances stagnaient. Sa liaison avec Benito était toujours brûlante, mais elle s'était montrée plus intriguée par sa situation financière, lui demandant même, nonchalamment, « Tu n'es pas un employé intermédiaire comme les autres, n'est-ce pas ?» Son ton était enjoué, mais elle était plus que prête à chanter. Assister au gala semblait être l'occasion idéale de l'impressionner et peut-être de se rapprocher de la nouvelle direction. De l'autre côté de la ville, Amaka fixait l'invitation numérique sur sa tablette, les yeux plissés d'intrigue. En tant qu'amie la plus proche de Rita, on ne lui avait pas tout dit, seulement des allusions, de brèves remarques et une lueur mystérieuse dans le regard de Rita qui annonçait un événement majeur. Amaka soupçonnait que cela avait un rapport avec Rita, mais elle n'insista pas. Elle connaissait suffisamment Rita pour savoir que le moment venu, la vérité éclaterait plus haut que n'importe quel commérage. « Cette femme prépare quelque chose », murmura-t-elle en souriant faiblement, « et que Dieu vienne en aide à ceux qui se trouvent sur son chemin. » Rita, quant à elle, était assise dans son bureau privé, en silence, observant la compagnie répondre à l'invitation.
Les réponses des dirigeants affluaient, la liste des invités s'allongeait, le moment était proche. À mesure que le gala approchait, l'ambiance à BITEC changeait. Des designers furent appelés pour préparer le lieu. Des journalistes ont été discrètement embauchés en vertu d'un accord de confidentialité. L'équipe était en effervescence, ignorant la tempête qui se préparait derrière cette élégance. David, enhardi, a invité Benita, espérant profiter de l'événement pour consolider l'image qu'elle avait de lui dans les médias. Rita en avait entendu parler par ses contacts et n'en avait rien dit. Elle avait plutôt poursuivi sa thérapie, se préparant non seulement à marcher, mais aussi à commander. Sa robe était faite sur mesure, son discours finalisé. Elle ne parlerait pas en victime. Elle ne parlerait pas en revenant. Elle parlerait en propriétaire légitime de l'empire que David pensait avoir perdu. Et lorsqu'elle montait sur scène, tous les masques tombaient. Elle était vêtue avec élégance. Le jour du gala s'est levé avec une douce lueur qui baignait Lagos d'une lumière dorée, le genre de matin qui laissait présager quelque chose de grandiose en devenir. L'impatience était palpable, non seulement au sein de BITEC Company, mais aussi dans tous les cercles qui l'entouraient. Parties prenantes, partenaires invités, médias affiliés et une élite triée sur le volet du monde des affaires. Les conducteurs polissaient leurs voitures avec une vigueur renouvelée, les tailleurs travaillaient sans relâche pour offrir le meilleur de Lagos. Au siège de BITEC, l'énergie était palpable. Bien que la plupart des employés n'aient aucune idée précise de ce que la soirée leur réserverait, tous savaient que ce serait un événement d'entreprise unique. Les invitations étaient exquises, le secret entourant la révélation de la direction était intense, et le lieu, un luxueux palais des événements nichés au cœur du monde de l'entreprise, était rempli de mystères. Son téléphone était en mode silencieux et son agenda ouvert devant elle. Elle avait écrit une seule ligne en haut de la page. L'attente est terminée. Il ne s'agissait pas seulement de la compagnie, mais de tout. Sac Garrison, S.A. Dignite, S.A. Renaissance. Elle avait traversé le feu, et ce soir, il n'était pas question de vengeance, mais de justification. La robe qu'elle porterait, son téléphone vibrait de messages de vendeurs, de stylistes et d'Amaka, qui supervisaient l'installation finale de la scène. Rita ne répondit à aucun d'eux immédiatement. Elle regardait simplement par la fenêtre, observant le monde bouger, l'esprit apaisé, le corps immobile. Elle avait assez attendu. Ce soir, elle allait avancer, non seulement physiquement, mais vers sa puissance. Pressée avec sérieux, ses chaussures cirées comme un miroir. Il avait réservé une voiture de luxe pour aller chercher Benita et s'était déjà vanté auprès d'elle que ce soir serait une mine d'or pour son réseau. Il ne savait pas grand-chose de ce qui allait se passer, si ce n'est qu'il y aurait une annonce de la direction et une célébration de l'héritage de l'entreprise. Pour lui, c'était l'occasion de se faire revoir. Il n'était plus sous les feux des projecteurs depuis un moment, juste avant son premier discours, un moment idéal pour attirer l'attention. David ignorait que la tempête dans laquelle il s'engageait se préparait depuis des mois, fomentée par celle-là même qu'il avait autrefois écartée. La journée s'est déroulée lentement, mais avec sérénité. Les décorateurs d'éviter ont apporté la touche finale aux compositions florales. L'équipe technique a effectué les tests de son et d'éclairage. Des cartes nominatives personnalisées ont été placées aux tables VIP et les sièges ont été rehaussés. L'air s'est alourdi. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, la salle de réception brillait sous la lueur des lumières du ferry et de l'imposante signalétique à l'entrée, ont révélé le BITEC Legacy Gala et l'ERA. Les invités ont commencé à confirmer leur arrivée. Les voitures se sont alignées devant le portail. Les caméras ont clignoté. Le monde avait été invité à assister à une transformation. Mais personne ne le savait vraiment. Alors que l'heure approchait, une vérité résonnait plus fort que n'importe quel discours ne pourrait jamais le dire. Le jour était arrivé. La salle de bal scintillait d'une douce lumière dorée alors que le gala atteignait son apogée. Les serveurs flottaient parmi les invités, coupe de champagne à la main. Un groupe jouait une version instrumentale douce d'un classique de l'afro-soul, et l'air bourdonnait de conversations sur l'héritage de BITEC, son passé, son présent et son avenir. Après les discours du président sortant du conseil d'administration et un bref montage vidéo, la présentatrice a repris le micro, la voix claire et bien rodée. « Mesdames et messieurs, il est temps de vous présenter le nouveau visage de BITEC Company. Une visionnaire, une leader et la femme qui perpétuera cet héritage.
Le rideau s'est ouvert derrière elle, laissant apparaître Rita Clarence dans l'ombre. Elle marchait, oui, marchait, sur scène, vêtue d'une robe argentée qui reflétait la lumière comme des diamants. Sa posture royale, son expression sereine, chacun de ses pas étouffait une centaine de conversations à la fois. Des halètements parcoururent la salle. Il y eut des murmures, quelques applaudissements, puis un tonnerre d'applaudissements lorsque son nom apparut sur les écrans. Rita Clarence, accompagnée de Benita à son bras, se figea complètement. La coupe de champagne qu'il tenait à la main lui glissa des doigts et se brisa sur le sol en marbre. Ses yeux s'écarquillèrent, la bouche légèrement ouverte, comme s'il cherchait à comprendre l'impossible. « Rita, en train de marcher? Rita, PDG ?» Il fit un pas en arrière, comme si la réalité l'avait frappé. « Tu la connais ?» murmura Benita d'une voix caverneuse. « Ouais, » corrigea Rita, captant ses paroles depuis l'autre bout de la pièce. Rita inclina le micro d'une voix ferme, nette et autoritaire. « Beaucoup d'entre vous ont travaillé pour BTEG sans connaître le véritable propriétaire. Ce soir, ça change. » Elle marqua une pause, laissant le poids du silence s'installer. « Pendant des années, j'ai observé en silence. J'ai écouté. J'ai fait confiance. Puis j'ai été mis à l'épreuve et je suis tombé. » Son regard croisa celui de David. « J'ai tout donné à quelqu'un qui n'appréciait que ce que je donnais, pas qui j'étais. Mais je ne suis pas ici pour parler d'amertume. Je suis là pour diriger. » Elle leva ensuite une petite carte et lut. Avec effet immédiat, David Francis est démis de ses fonctions et renvoyé définitivement de la société BTEG pour faux professionnels, détournement de fonds et manquement à l'éthique interne. La foule haleta à nouveau. Il essaya de parler, mais en vain. Rita rendit le micro au présentateur et quitta la scène sans un regard en arrière. Benita s'éloigna lentement de David, le visage indéchiffrable. Elle ne dit pas un mot, se contentant de le fixer du regard comme si elle le voyait pour la première fois. Cette nuit-là, elle s'éclipsa alors que David était encore sous le choc. De retour à son appartement, tandis qu'il gardait un silence stupéfait, Benita accéda aux détails de son compte, des informations qu'il avait bêtement partagées lors de moments d'intimité vantarde. Elle a transféré chaque Naira sur un compte privé qu'elle avait préparé à l'avance. Quand David est finalement rentré chez lui, elle avait disparu. Aucun message, pas de chaussures, pas de parfum, juste des tiroirs vides et l'écran plat autrefois accroché au-dessus de son meuble TV. Son compte était vide. La femme qu'il croyait capable de lui redonner la vie qu'il avait perdue n'avait pas eu à lever le petit doigt pour cela. Le karma avait déjà fait le travail. David Francis était assis au bord d'un matelas grinçant dans un studio qui empestait les regrets et les rêves oubliés. Les rideaux le protégeaient à peine du soleil ardent de l'après-midi et la peinture écaillée des murs semblait refléter l'état de son âme, craquelée, négligée et décolorée. Un mois s'était écoulé depuis le gala. Un mois que son nom avait été effacé de l'annuaire Bitex. David était parti avec tous ses cobos. Son compte bancaire avait été fermé. Son téléphone était inondé de notifications de prêts et d'appels de créanciers restés sans réponse, et la voiture qu'il conduisait autrefois était désormais garée dans une fourrière. Tout avait disparu. Pas seulement les biens matériels, mais l'illusion, l'image du pouvoir, du succès, du contrôle. Tout s'était évaporé dès que Rita Clarence avait quitté la maison. Ses anciens collègues ne répondaient plus à ses appels. Même ses propres frères et sœurs évitaient ses messages, lassés de ses excuses et de ses supplications financières. Il arpentait les rues de Lagos tel un fantôme, évitant les quartiers où il emmenait autrefois Benita boire un verre ou acheter des costumes avec l'argent de Rita. Il ne supportait pas d'être reconnu. La honte le poursuivait profondément. Il la croyait finie. Une femme infirme et brisée. Mais elle s'était élevée au-delà de ce qu'il pourrait jamais atteindre. Et il avait vu la scène se dérouler de ses propres yeux, impuissant à l'arrêter. Ce qui le blessait le plus, ce n'était pas seulement sa force. C'était sa façon de le regarder à travers lui, comme s'il n'existait plus. David a essayé, sans conviction, de s'excuser. Il a envoyé une lettre, mais en désespoir de cause. « Rita, j'avais tort. J'ai fait une erreur. Je n'avais pas réalisé ce que j'avais. S'il te plaît, si tu pouvais juste me parler, juste une fois. Je ne veux rien. Je voulais juste m'excuser. » Mais elle n'a jamais répondu. Non pas qu'elle ne l'ait pas entendu, mais parce que certaines blessures guérissent mieux en silence. Rita avait depuis longtemps fermé les yeux sur quiconque aurait besoin de lui, et cela lui suffisait. Son histoire avait progressé avec grâce et puissance,
tout en stagnant dans une pièce au plafond fuyant et aux loyers impayés. C'était la justice qu'il n'avait jamais vue venir, pas celle d'un tribunal, mais celle du grand tournant de la vie. Rita, quant à elle, dirigeait le Comité national pour les employés handicapés et lançait une initiative nationale d'entrepreneuriat. Son histoire était devenue virale après le gala, et les interviews affluaient dans les médias internationaux. Mais elle n'a jamais parlé de David. Elle n'a jamais parlé au monde de la trahison, de la cruauté, ni de la nuit où il lui a remis les papiers du divorce sans émotion. Elle a simplement vécu. Et chaque fois qu'elle entrait dans son bureau, ses talons claquant avec assurance sur le même sol que David avait autrefois foulé, elle souriait, non par vengeance, mais par paix. Elle avait aimé. Elle avait perdu. Et elle s'était relevée. Et David? Il ne lui restait que des souvenirs et un nom qu'il ne pourrait jamais oublier.